Hey, avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo contient du spoil sur l'animé. J'ai envie de dire logique vu que c'est un résumé. Bref, c'était juste pour vous dire que si vous n'avez pas encore vu l'animé et que vous comptez le regarder, vous pouvez quitter cette vidéo. De toute façon, les vues sont déjà comptabilisées, donc j'en ai rien à foutre. Bon visionnage. Salut à toutes et à tous, c'est Flip. Je dois dire que je suis très fier de mes vidéos sur certains channels, et bon sens que c'est bon d'en refaire une. Du coup, aujourd'hui, pas de temps à perdre, on résume Demon Slayer le plus vite possible. Hello, motherfucker. Au début, fait son apparition le personnage principal, c'est un ado d'environ 15 ans qui, bizarrement dès le début, semble vouloir nous mettre dans sa poche en nous montrant à quel point il est gentil et parfait. Il travaille en tant que livreur de charbon pour sa famille qui habite dans une petite maison dans un coin extrêmement isolé en forêt. On se demande bien pourquoi scénaristiquement. Bref, on le voit traverser toute la forêt à pied avec un gros panier de sa taille sur le dos pour aller vendre son charbon au village. Tout ça dans le but de pouvoir nourrir sa famille, et bah à 15 ans, on n'est pas tous aussi productifs. Après ça, il va rentrer chez lui en pleine nuit et être stoppé par un vieil homme qui lui propose de passer la nuit chez lui. Encore un taré qui veut nous faire croire que les démons existent et sortent la nuit pour tous nous tuer. Et évidemment, Tanjiro y croit. Je me demande comment c'est possible d'être aussi crédule. Non mais sérieux quoi, ça se saurait si les démons existaient... Ah ouais d'accord, bah je vais fermer ma gueule, quoique non, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Bref, oui, vous l'avez compris, une fois rentré chez lui... Putain Kuro, combien de fois je t'ai dit de pas laisser apparaître des enfants morts à l'écran? Pardon, je reprends. Un véritable bain de sang. Toute sa famille s'est fait tuer, à l'exception de sa sœur qui respire encore. Le corps de Nezuko est encore chaud. Pourquoi est-ce qu'il précise que son corps est encore chaud? Peut-être que ça veut dire qu'elle peut encore être sauvée? Un médecin peut peut-être encore la sauver. Oh. Effectivement, ça se tient. Bref, peu importe, il la prend avec lui et part en courant. Dans le but d'aller où, j'en sais rien, mais on s'en fout puisque sa route va vite être guidée par la magie du scénario. Sa sœur devient un démon pour une raison jusqu'alors inconnue dans l'animé. Il fait ensuite la rencontre d'un pourfendeur de démons, qui se présente et il se nomme Tomioka. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais lui c'est Tanjiro et elle Nezuko. S'ensuit toute une scène très intéressante avec Tomioka essayant de buter Nezuko, Tanjiro qui la protège en assurant qu'il la fera redevenir humaine. Tu sembles bien sûr de toi. As-tu déjà oublié que quand je suis intervenu, elle était prête à te dévorer? C'est pas vrai. Je sais au fond de moi que ma sœur n'aurait jamais fait une chose pareille. Je t'interdis de lui faire du mal. Je vais l'aider à redevenir humaine. Je jure sur ma vie que je vais réussir à la guérir. Personne ne le peut. Il est impossible pour un démon de redevenir humain. Moi j'y crois. Il y a forcément une solution et je la trouverai. Ne la tuez pas. Puis ils se battent, mais pas vraiment, puis Nezuko protège Tanjiro, enfin bref, c'est tout un bordel, juste allez voir l'animé. Tomioka lui finit par les épargner, sachant bien qu'il est censé tuer n'importe quel démon. Enfin bref, je suppose que quelques explications sont nécessaires. Les démons, il y a plusieurs manières de les tuer, bien que ce soit pas aussi facile qu'avec des humains, il faut simplement qu'ils aient un quelconque contact avec le soleil, ou avec un sabre du soleil, ce que possèdent les pourfendeurs de démons, et ils vont immédiatement être désintégrés. Ou réduits en poussière, ça dépend de vos préférences de langage. Bref, Tomioka lui n'est pas un simple pourfendeur mais un pilier, c'est une classe supérieure de pourfendeur. C'est en quelque sorte eux les chefs, on peut comparer cette hiérarchie aux lunes démoniaques chez les démons. Enfin bon, ça me semble bon pour les explications. Tomioka envoie ensuite Tanjiro aller voir un vieil homme nommé Urokodaki, qui lui va s'occuper de l'entraîner pour devenir un pourfendeur. Car oui, il en aura bien besoin pour sauver sa sœur Nezuko et la faire redevenir humaine. Il va ensuite passer une sélection, qui est en quelque sorte un concours pour devenir pourfendeur. Alors, je skip assez vite, mais son entraînement a quand même duré plusieurs années et il a passé pas mal d'épreuves difficiles, ça me semble important de le préciser quand même. Bref, pendant cette sélection, il va être confronté à beaucoup de démons, mais bon, il leur roule dessus quoi, on va pas se mentir. Seul un démon très gros et solide qui se protège avec des dizaines de bras difformes l'a fait galérer. Mais enfin, je vais pas m'attarder là-dessus, on va résumer ça à Tanjiro vainqueur. Bref, beaucoup de morts cette sélection, mais 4 personnes en sortent vivantes avec le grade Mizunoto, c'est le rang le plus bas de pourfendeur. Attends, 4 survivants ça fait quand même pas beaucoup, ils étaient genre plus d'une cinquantaine à la base. Bon, on va dire que c'est des personnages secondaires et qu'on s'en bat les couilles. Après tout, la mort d'un homme est une tragédie, et la mort d'un million d'hommes est une statistique. Ensuite, il va avoir des missions à remplir, buter des démons, tout ça. En premier, il va se rendre à Tokyo, ou Kyoto, je sais plus, je confonds tout le temps. Bref, il rencontrera Muzan, j'explique qui c'est dans genre 10 secondes, mais enfin je vous en dis pas plus, cette scène est épique, allez voir par vous-même. Il va ensuite rencontrer 2 démons qui ont réussi comme Nezuko à échapper au contrôle de Muzan. C'est en quelque sorte le maître de tous les démons. Ils expliquent à Tanjiro que s'il veut guérir sa sœur, il aura besoin du sang de lune démoniaque. Les démons les plus puissants entre autres. Et s'ils le sont, c'est pour une raison très simple, c'est qu'ils ont reçu du sang de Muzan. Et que le combat contre Muzan, c'est clairement pas envisageable pour l'instant.
Entre temps, pas mal de démons vont essayer de se faire passer pour des lunes démoniaques, pour paraître plus imposants, mais on s'en rend vite compte, car les vraies lunes démoniaques se reconnaissent à leur numéro de 1 à 12 gravés dans l'œil. Par exemple, ce gars qui contrôle la totalité d'une maison paumée en forêt en tapant sur les tambours, il n'apparaît qu'après avoir fait la rencontre de Zenitsu, un gars qui passe son temps à chialer et à nous faire comprendre qu'il n'est utile que quand il dort. Mais genre très utile quand il dort. Ah oui, et j'ai oublié de présenter Inosuke, un gars qui lui passe son temps à se prendre pour un sanglier. Donc maintenant on a 4 personnages, je les décris très grossièrement car j'ai pas le temps, mais en vrai ils sont tous giga cool. Bref, ensuite ils vont continuer tous ensemble et partir en quête d'une lune démoniaque, une vraie cette fois, qu'ils vont rencontrer dans une forêt sombre remplie de démons araignées. Clairement personne n'aurait envie de se retrouver ici. Surtout moi. Bref, ils vont essayer de se séparer et se hâter à tuer différents démons assez forts. Mais on va plutôt se concentrer sur Tanjiro, car c'est lui qui va combattre la lune démoniaque. Combat épique, rien de plus. Il était à 2 doigts de la one shot, mais non. À bout de force et désespéré, il ne sait pas comment gagner ce combat. Jusqu'à que pouf, magie du scénario. Oh shit, here we go again. Je vous avais dit que ça deviendrait récurrent dans mes vidéos, ça, mais 2 piliers viennent tous les sauver, Tomioka et Shinobu. Bref, ils vont tous être amenés chez les piliers et Nezuko va être menacée de mort. Mais voyant qu'elle ne fait de mal à personne, ils ont finalement décidé après beaucoup de débats, car leur chef a décidé que Nezuko était de confiance et pouvait survivre. Bon, en même temps, perso principal, vous vous attendiez vraiment à ce qu'elle meure? Vraiment? Personnellement, j'ai envie de dire que c'était quand même assez prévisible. Vous voulez savoir la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet? L'arrivée imminente de la saison 3 qui à tous les coups va hyper tout le monde, et la sortie récente d'un nouveau film Demon Slayer qui, encore une fois, je sais je me répète, va hyper tout le monde. Enfin passons, au-delà du fait qu'il y a beaucoup de clichés sur Demon Slayer disant que c'est l'intérêt de l'anime et son animation incroyable et que l'histoire est basique, on peut tout de même dire qu'il y a un côté dont on ne parle pas forcément quand il s'agit de Demon Slayer. C'est le fait que même l'histoire des démons est bien travaillée. Ça peut paraître étonnant mais même pour la mort des démons, on est amené à verser une larme. De par le fait qu'ils sont sous l'emprise de Muzan, ils sont obligés de s'attaquer aux humains, déjà pour s'alimenter en force, ils ont besoin de boire du sang d'humains, mais au fond leur histoire, leur passé et leur ancienne vie, tout cela peut faire réfléchir, et on en vient même à les comprendre. À comprendre leur douleur, et Tanjiro n'ayant pas autant d'informations que nous comprend très bien cela, en les traitant bien à leur mort. De par exemple la phrase « repose en paix », on dirait pas forcément quelqu'un qu'on déteste. Je trouvais que c'était intéressant de relever ça parce que pas tout le monde en parle et on peut y voir un lien avec beaucoup de discriminations que vivent les gens de par leur passé, ce qu'ils ont vécu. C'est souvent lié à la discrimination, de la pauvreté, une histoire d'argent, de maltraitance et d'autres choses horribles que l'on peut retrouver IRL. Et selon moi, il est très important de rester conscient que beaucoup de personnes vivent ça. Beaucoup décident de mettre fin à leur jour. Laissez-moi y voir un hommage à toutes ces âmes perdues. Bon, venons-en au sujet que vous attendez tous, l'animation. Comment tout ça est fait, combien de temps ça prend, combien de personnes travaillent dessus et les techniques utilisées, bref, comment Ufotable produit d'aussi bonnes animations. Alors déjà, Ufotable, c'est le studio d'animation qui a animé Demon Slayer, ça paraissait à peine pas évident avec ma phrase précédente. Il a été fondé en octobre 2000 et il est actuellement basé à la préfecture de Tokyo. Et ils sont 219 à travailler dans cette entreprise. Déjà, il faut savoir que Demon Slayer, bien que ça soit sûrement leur plus grand succès, c'est pas leur seule production. C'est logique, mais on a par exemple God Eater, qui est adapté sur un jeu vidéo du même nom, ou Fate Zero, qui doit être le deuxième plus populaire. Évidemment, il y en a plein d'autres, et si on doit retenir un point commun, c'est justement que le style est radicalement différent de celui de Demon Slayer. Les techniques qu'ils utilisent sont globalement les mêmes. Pour ce qui est du style, il y a quand même une différence, mais pour ce qui est des points communs, on a par exemple un usage très présent, volontaire, artistiquement et bien géré de la 3D, une animation très graphique basée sur des effets visuels et des jeux de couleurs ou de lumière ou de contraste, etc. En analysant les scènes frame par frame, on peut féliciter le souci du détail apporté aux différentes scènes, même les plus basiques. On voit particulièrement pendant les ralentis, ou généralement pour les autres studios, ils utilisent surtout moins de frames, ici on a réellement un effet de ralenti très travaillé. Le studio a aussi pour habitude de beaucoup travailler les décors et de jouer comme je l'ai dit avec de la 3D mais aussi de la 2D comme un espèce de mélange des deux. Ce qu'on peut noter comme particularité pour Demon Slayer, c'est le style beaucoup plus cartoon, beaucoup plus comique, je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, qui colle bien donc au style de l'œuvre originale, et notamment un jeu sur l'épaisseur des traits, servant également à faire une démarcation entre le premier et deuxième plan, ou à mettre un élément en valeur. C'est également une œuvre très colorée, on peut le dire. Le coût de production d'un épisode de Demon Slayer est estimé à 90 000 $. Dit comme ça peut paraître être un prix exorbitant, mais si on compare aux bénéfices, on se rend vite compte que ça vaut le coup. Tenez, plus de 200 millions d'exemplaires vendus, faisant de lui l'un des mangas les plus vendus au monde. Si on estime le prix d'un tome de 6,90 €,
Multiplions ça par 200 millions et on arrive à un chiffre que ma calculatrice refuse d'afficher. Bon, je vous la fais quand même parce qu'il est pas très compliqué à faire ce calcul, ça fait 1 milliard et 380 millions. 1 dollar équivaut à environ 70 centimes d'euros, on divise ce résultat par 100 puis on le multiplie par 70 et on arrive à 966 millions de dollars. Et tout ça, c'est sans compter les partenariats Crunchyroll et Wakanim avec les abonnements payés, les pubs regardées, les gains des films diffusés au cinéma, ainsi que les produits dérivés. Enfin voilà, je tenais quand même à rappeler tout ça. Bref, voilà, c'était le résumé de la saison 1, et si vous voulez un épisode 2 pour la saison 2, explosez la barre des likes, exprimez votre désir en commentaire. Moi en tout cas je vous dis, c'était Mr. Flip Guys pour vous servir, à plus.